Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Entre 1966 et 1976, la Chine tout entière est balayée par un vent de terreur. La révolution culturelle ravage des familles, anéantit des hommes. 50 ans après, les survivants restent traumatisés par le chaos et les violentes persécutions. Direction la Cisjordanie. En quelques décennies, l'agriculture palestinienne a radicalement changé. Les cultures traditionnelles ont laissé place à des exploitations intensives et uniformes. Ce soir, dans Code 24, nous vous plongeons au cœur de la Castagniccia, écrin de la Corse authentique, à la rencontre d'artisans garants de traditions ancestrales. Direction enfin Avignon et Arles, deux villes du sud de la France dont les patrimoines exceptionnels exaltent la culture. Entre 1966 et 1976, la Chine tout entière est balayée par un vent de terreur. La révolution culturelle ravage des familles, anéantit des hommes, et cela au nom du maoïsme. Quiconque critiquait le président Mao Tse-tung était condamné. Une période devenue pour la plupart des Chinois un immense tabou. Les horreurs sont passées sous silence et le père de la révolution culturelle continue d'être célébré comme un héros. 50 ans après, les survivants restent traumatisés par le chaos et les violentes persécutions. C'est un reportage de Pierre-Philippe Berson. Tous les mois, il suit le même rituel. Une manière d'apaiser sa douleur, de soulager sa conscience. Cet homme s'appelle Zhang Rongbing, et pour lui, la révolution culturelle est une période honteuse, une cicatrice ouverte depuis 40 ans. Mère, c'est moi. Je viens te rendre visite une nouvelle fois. Il se recueille sur la tombe de sa mère et accomplit toujours les mêmes gestes. Mère, ton fils plein de honte s'incline devant toi. Sa mère est décédée il y a plus de 40 ans, mais Zhang Rongbing éprouve toujours la même peine, torturé par les remords. Le 13 février 1970, en plein milieu de la révolution culturelle, j'ai fait quelque chose que je vais regretter jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dénoncé ma mère auprès des gardes rouges parce qu'elle avait critiqué le président Mao. Arrêtée, elle est condamnée à mort, exécutée et enterrée dans ce terrain vague, aujourd'hui transformé en parc. Je considérais ma mère comme une capitaliste anti-révolutionnaire. Je voulais défendre mon père et le reste de la famille. C'est pour cela que je l'ai dénoncée. Elle avait critiqué le président Mao en disant que ce n'était pas lui qui avait écrit le petit livre rouge. Je sais que j'ai eu tort, que je n'aurais jamais dû faire ça à ma mère. La Chine tout entière est alors balayée par un vent de terreur. La révolution culturelle ravage des familles, anéantit des hommes, et cela au nom du maoïsme. Quiconque critiquait le président Mao Zedong était condamné, l'objectif étant d'éradiquer toute idéologie bourgeoise. Bras armés de cette révolution, les gardes rouges font régner la peur. Zhang Rongbing était l'un d'entre eux. Ces jeunes fanatisés, souvent âgés d'à peine 20 ans, traquent les contre-révolutionnaires, qui sont ensuite jugés en place publique. Avant son exécution, ma mère a été emmenée ici. Le Parti communiste a organisé un grand procès public. Il y avait 10 000 personnes ici. Et ma mère était sur une estrade, là, à la place de ce bâtiment. Et moi, je suis venu assister au procès pour montrer que j'étais un vrai défenseur du prolétariat. Il a 16 ans à l'époque. Abreuvé de discours maoïstes, il change de nom, se fait appeler Soldat Rouge, consacre tout son temps à la révolution, au point d'en sacrifier sa famille.
Les soldats tenaient ma mère. Ils lui ont fait descendre les escaliers, ils l'ont mis dans une voiture et ils sont partis. C'est ici que je l'ai vue pour la dernière fois. Après la disparition de sa mère, Zhang Hongbing a coupé les liens avec tous ses proches. On est tous là. Lui c'est mon frère et là, c'est moi. Il vit désormais seul, avec pour unique compagne une rancœur infinie contre ces 10 années qui ont broyé sa famille. La révolution culturelle n'est pas une révolution, mais un grand retour en arrière. Elle a seulement apporté de la peine, des larmes et du sang dans les familles. Officiellement, 700 000 personnes auraient été tuées durant cette décennie, un bilan contesté par certains historiens qui évoquent 3 à 4 millions de victimes. Les survivants restent traumatisés par cette période de chaos. Huang Li avait 10 ans en 1966, sa famille a été persécutée, elle a trouvé refuge en France. Aujourd'hui, elle revient dans sa ville natale de Jinzhou, à 400 km de Pékin. Voilà, c'est ici où j'habitais pendant mon enfance. À l'époque, la délation est la règle. Il faut se méfier des voisins. Une simple maladresse pouvait provoquer un drame. Si quelqu'un qui déchire accidentellement un poster de mort, et ça risque d'être arrêté en prison pour le motif de faire exprès, de déchirer l'image de grand leader, le grand timonier. Le culte de la personnalité est une façon pour Mao Zedong de réaffirmer son pouvoir. Cette lutte d'influence au sein du Parti communiste se transforme en une immense vague de violence. Huang Li observe avec ses yeux d'enfant cette brutalité qui s'exprime dans la rue, en bas de chez elle. C'est une femme, l'intellectuelle, qui a critiqué le communisme, et qui était en prison, on l'a condamnée à mort, et avant de condamner à mort, on l'a coupé la gorge pour qu'elle parle pas. C'est un désordre total, surtout mental, surtout pour la génération après, c'est irrécupérable, parce qu'on ne comprend pas en tant qu'enfant de l'époque, on trouve ça tout à fait normal. Son père est journaliste, arrêté. Il est détenu dans un camp de travail à la campagne. Des centaines de milliers de prisonniers politiques sont ainsi arrachés à leur famille. La petite ville de Jinzhou, comme le reste de la Chine, connaît 10 années hystériques. Tout ce qui se passe pendant la révolution culturelle, les manifestations, les grandes marches, les sorties, etc., c'est ici, dans ce carrefour-là. Les rues sont remplies. Si vous ne sortez pas, c'est mal vu. À l'époque, les slogans à la gloire de Mao s'affichent sur tous les murs. Ils ont aujourd'hui disparu. 40 ans après la fin de la révolution culturelle, il n'y a plus de traces visibles de cette période. Personne ne doit critiquer ouvertement cette page sanglante, surtout pas les artistes. Huang Li partage désormais sa vie entre Paris et Pékin, où elle travaille comme organisatrice d'expositions dans le quartier des galeries d'art de la capitale, baptisé 798. Le secteur est étroitement surveillé. Bonjour Xindong, comment ça va? Pour des galeristes comme Xindong, exposer des œuvres critiques peut coûter très cher. On pourrait avoir des censures et aussi le risque de la galerie sera fermée. J'ai eu ce genre d'expérience. Les œuvres représentant Mao ne doivent pas écorner l'image du grand timonier. Quant aux commentaires sur la révolution culturelle, ils doivent se faire avec précaution. Il y avait tant de morts, la Chine complètement était bouleversée. Au moins 1000 artistes qui étaient suicidés ou soit disparus, etc. Mais quand même, c'est une catastrophe. Mais ça, on ne peut pas le dire. Pas officiellement. On peut le dire en cachant, peut-être. La période de 1966 à 1976 est devenue pour la plupart des Chinois un immense tabou.
Les horreurs sont passées sous silence, mais le père de la révolution culturelle continue, lui, d'être célébré comme un héros. Shaoshan, un petit village au sud de la Chine. C'est ici qu'est né Mao Zedong. Plus qu'un site touristique, le village est devenu un lieu de pèlerinage. C'est incroyable d'être ici, je suis super ému. C'est l'homme qui a fondé la Chine populaire. Il reste encore notre leader. Quand j'étais enfant, je rêvais de venir ici. J'ai toujours eu envie de faire ce voyage et enfin aujourd'hui j'y suis. Quelques mètres plus loin, ils sont des milliers à se rassembler devant la principale attraction du site. Approchez, mesdames et messieurs. Et maintenant, recueillez-vous devant notre grand président Mao. Une statue en bronze de 15 mètres de haut de l'homme qui a provoqué le mouvement le plus sanguinaire de la Chine moderne. Il est ici vénéré comme un saint. Ces femmes ont fait le voyage depuis Dalian, une ville située à plus de 2000 km. Il a toujours pris soin du peuple. Il s'est sacrifié pour le pays, pour nous tous. Donc nous le vénérons, c'est notre sauveur. Toutes les générations, toutes les familles aiment le président Mao. Longue vie au président Mao. Dans ce lieu saint du communisme, une responsable de la propagande, ici en rouge, nous suit durant tout le tournage. Hors de question d'évoquer la décennie tragique. Pensez-vous que Mao a fait des choses positives pendant la révolution culturelle? Ne posez pas cette question, ne parlez pas de politique. Oui, c'est un sujet sensible. On ne devrait pas en parler. Il faut se souvenir uniquement de ses bonnes actions. Leur pèlerinage se poursuit un peu plus loin, devant la charte fondatrice du Parti communiste, qu'elle récite par cœur. Malgré les millions de morts de la révolution culturelle, la stature du grand timonier reste intacte. La propagande communiste reconnaît tout juste quelques maladresses. D'après l'histoire officielle, Mao aurait commis 30% d'erreurs pour 70% d'actions positives. Un bilan jamais remis en question depuis sa disparition en 1976. Partout à Shaoshan, on vante encore ses exploits. Terminée il y a 40 ans, la révolution culturelle compte encore bon nombre de nostalgiques. Poussé par la curiosité, Huangli va à leur rencontre à Panjiayuan, le marché des antiquaires de Pékin. On y retrouve tous les symboles de l'époque, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le petit livre rouge. C'est vraiment le modèle typique de l'époque, une image de Mao, la signature de Mao, et chaque famille qui doit avoir au moins chacun un petit livre rouge dans la main. Ce recueil des citations de Mao Zedong devient dans les années 60 un objet de dévotion. Les Chinois devaient le vénérer dès leur plus jeune âge. Huangli n'a pas échappé à l'embrigadement. On a tous étudié assidûment, de réciter par cœur. À l'école, on est des enfants, on est formatés par ça, parce que c'est les gestes quotidiens, ça rentre vraiment dans le mœurs de vie. C'était la Bible pour les Chinois de l'époque. Cette immense brocante regorge de souvenirs de la révolution culturelle. Il renvoie l'image d'un pays uni, où les habitants travaillent main dans la main. Il y a toujours des trois catégories très importantes. Ce sont des ouvriers, des paysans et des soldats. Vous voyez, on va le champ, on va l'usine, on va les exercices militaires. Pas un mot sur les lynchages ou les exécutions. La période est présentée au contraire comme un âge d'or.
Ça a été une décennie glorieuse. Comme notre président Xi Jinping, une brillante génération de dirigeants a tout appris à cette période. Et qu'est-ce que vous pensez de tous les professeurs et les intellectuels qui ont été tués? Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les démocraties. Vous pensez que la révolution était une démocratie? Oui. Des propos assez communs chez une génération formatée par la propagande. C'est comme la révolution culturelle qui est toujours dans sa tête. Pour moi, c'est une sorte de lavage de cerveau. Sur les étals, un nouveau visage a fait son apparition, celui de l'actuel président Xi Jinping, érigé au même rang que le grand timonier. Au pouvoir depuis 2013, Xi Jinping est considéré comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Depuis plus de 8 mois maintenant, les territoires occupés sont confrontés à une vague de violence inédite. Pas une intifada à proprement parler, mais une série d'attaques au couteau qui témoignent d'un malaise grandissant, surtout chez les jeunes Palestiniens. Comment expliquer ce phénomène? C'est un reportage de Pierrick Laurent et Iris Macleur. « 8 mars 2016, une journée presque comme les autres, dans une vague de violence quasi ininterrompue. En moins de 2 heures, 3 attaques successives. La première à Jérusalem-Est, des assaillants palestiniens ouvrent le feu sur des policiers dans une rue commerçante. Quelques minutes plus tard, dans une échoppe de Petah Tikva, au nord de Tel Aviv, un commerçant retourne l'arme contre son agresseur, un Palestinien venu le poignarder. À la nuit tombée à Tel Aviv, un jeune Palestinien court sur la route qui longe la plage et poignarde des passants et des automobilistes. Il tue un étudiant américain et blesse 10 autres personnes avant d'être abattu par la police israélienne. Au même moment, le vice-président américain Joe Biden arrive en Israël, à Jaffa, tout près du lieu de l'attaque. Ma femme et mes 2 petites filles étaient en train de dîner sur la plage, tout près de là où ça s'est passé. Et cela montre bien que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ce soir-là, Yishai Montgomery jouait de la guitare face à la mer lorsqu'il a entendu des cris. En quelques secondes, un homme se jette sur lui, un couteau à la main. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais sur le point de me faire poignarder. C'était un type de 22 ans, shooté à l'adrénaline. C'était effrayant, il avait un gros couteau et il poignardait les gens sur la plage. Pas vraiment le genre de type que vous avez envie de croiser. Pour se protéger, Yishai utilise ce qu'il a sous la main, sa guitare. Je l'ai frappé en pleine tête. Du pur instinct de survie. Je voulais être le plus loin possible de ce couteau, ne surtout pas être blessé. L'assaillant palestinien Bachar Massalha vient de ce village au nord de la Cisjordanie. Le voici désormais présenté en martyr de la cause palestinienne, tandis que les files d'attente s'allongent au checkpoint, à la sortie et à l'entrée du village. Sa famille ne comprend pas son geste. Il travaillait, il gagnait de l'argent, il avait une vie confortable. Pourquoi a-t-il fait ça? Quelqu'un a dû lui mettre cette idée en tête. Le jeune homme était devenu subitement très pratiquant il y a quelques mois après un accident. En mars, il était parti en pèlerinage à la Mecque. Le lendemain de son retour, il se rend sur le port de Jaffa et passe à l'action. La nuit suivante, l'armée israélienne investit la maison familiale et mène une série de fouilles et d'arrestations.
Ils ont arrêté 2 de ses frères, qui sont avocats, et ses autres frères qui travaillent aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Quand un garçon décide de mener une attaque, il ne prévient pas sa mère, son père ou ses frères. En accord avec le gouvernement israélien, l'armée a aussi prévu de détruire la maison familiale, comme le prouve ce document. Cela fait maintenant plus de 6 mois que ce phénomène perdure. Pas vraiment une intifada ni un soulèvement populaire, mais plutôt une série d'attaques solitaires. À coups de couteau, de ciseaux, parfois de voitures béliers ou d'armes à feu. Les assaillants de jeunes Palestiniens, des adolescents presque toujours tués lors de leur passage à l'acte. La ville d'Hébron est l'un des foyers de cette violence. Cet activiste palestinien nous explique les motivations de ces jeunes quasi suicidaires. Ils nous disent, on n'a rien à perdre, notre vie ce n'est pas une vie, on n'a aucun espoir pour le futur. Regardez l'économie, le chômage, on est désespérés. Notre vie ne ressemble à rien sous l'occupation israélienne, alors on veut se sacrifier et peut-être que ça changera quelque chose. Issa Amro prône des actions non violentes. C'est ce qu'il explique aux jeunes sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un des messages qu'on a reçus. Quelqu'un qui dit être une femme, qu'elle veut mourir pour la Palestine, et elle nous demande ce qu'elle peut faire. On a beaucoup échangé, on l'a convaincu de ne pas faire ça et d'arrêter de penser comme ça. Hébron est la seule ville palestinienne au cœur de laquelle vivent environ 600 colons israéliens sous très haute protection militaire. Des rues entières sont fermées, interdites aux Palestiniens. Leur liberté de mouvement est restreinte et les contrôles d'identité permanents. Ces checkpoints ont justement été la cible de nombreuses attaques. Mon garçon a 10 ans et il a déjà vu 4 ou 5 personnes mourir dans cette rue. Moufid Shaharbati habite à quelques mètres d'un checkpoint. Au cours des derniers mois, 15 Palestiniens ont perpétré des attaques dans cette zone. Tous ont été tués par l'armée israélienne. Il y a quelques semaines, sa femme a repéré devant leur domicile une jeune fille au comportement étrange et lui a proposé d'entrer. Elle avait sur elle un couteau, donc ça veut dire qu'elle voulait poignarder quelqu'un. Et si on entre ici avec un couteau, on est sûr de ne pas en ressortir vivant. Elle nous a expliqué qu'elle avait vu des images à la télé et sur Facebook, qu'elle avait entendu parler d'enfants palestiniens torturés et emprisonnés. Et c'est pour ça qu'elle était là, à cause de la situation dans laquelle on vit. À Hébron, le quotidien des Palestiniens est marqué par des années de tensions avec les colons. Des couvre-feux réguliers et un chômage record, sans la moindre perspective à l'horizon. La route qui mène de Hébron à Jérusalem est aussi régulièrement ciblée. Une vingtaine d'attaques rien qu'à ce carrefour baptisé Gush Etzion. Israël a donc renforcé la sécurité, des soldats supplémentaires, mais aussi des caméras de surveillance et de nouveaux postes d'observation. Si une voiture s'arrête ici, quelle est ta réaction? Je suis immédiatement sur mes gardes, je m'approche un peu et je préviens ma hiérarchie. Oui. Puis je vais vers un autre point de contrôle et je demande aux soldats de venir en renfort. Bon, et si l'homme sort un couteau, tu ne dois jamais perdre de vue ses mains. Tu peux lui demander de lever les mains au ciel pour que tu puisses les voir. Les habitants palestiniens des alentours croisent ici les colons israéliens. Le carrefour est aussi le point de départ et d'arrivée des transports publics. Moi, je passe toujours par ici. Je me suis déjà retrouvé ici juste avant et juste après une attaque. C'est une réalité bien triste et étrange, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus venir ici. Au contraire, il faut qu'on continue à venir. Si les gens ont peur, ils peuvent nous appeler à tout moment. Vous voyez ici, on affiche des numéros d'urgence et on vient immédiatement. On assure une protection, c'est notre mission. Depuis le début des violences, les Palestiniens dénoncent une réponse disproportionnée de l'armée israélienne. Le lieutenant Lipman reconnaît que la plupart des assaillants ont ici été tués, mais selon lui, les consignes sont très claires. On ne tire pas pour tuer. On ne dit jamais aux soldats de tirer pour tuer. Et si on peut neutraliser un terroriste sans le tuer, c'est ce qu'on fait. Mais si le terroriste est très proche, prêt à passer à l'action, je leur dis de ne pas réfléchir à deux fois.
La police militaire a pourtant ouvert 2 enquêtes sur des incidents récents. Dans cette vidéo tournée à Hébron, on voit clairement un soldat ouvrir le feu sur un Palestinien déjà à terre. L'autre cas, c'est justement celui de Bachar Massalra, l'assaillant du port de Jaffa. Là aussi, la vidéo semble montrer qu'un policier israélien a abattu le jeune homme alors qu'il était blessé. Ces images jouent un rôle central dans cette vague de violence. Elles sont partagées sur les réseaux sociaux. Elles inspirent aussi des vidéos de propagande comme celle-ci. Ce sont de jeunes habitants de la bande de Gaza qui sont derrière ces vidéos. Mais comme ils ne peuvent pas sortir de Gaza, eh bien ce sont leurs idées qui se répandent librement sur Internet. Orit Perloff étudie l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes Palestiniens. Elle suit de près ce qui circule sur la toile. Ça, c'est inspiré par les attaques à la voiture bélier. Vous voyez, ça s'adresse à des enfants, on dirait un jeu de PlayStation. Mais les enfants n'ont pas de voiture, donc c'est devenu inefficace. C'est pour ça que ces dessins ont ensuite mis en scène des couteaux, parce que tout le monde a un couteau dans sa cuisine. Mais pour Israël, il existe d'autres sources d'incitation à la violence. Le mois dernier, à Ramallah, l'armée israélienne a perquisitionné et fermé les locaux de la chaîne Palestine Today, affiliée au mouvement du djihad islamique. Ça, c'est la porte de nos locaux. Vous voyez, il y a une pancarte affichée par l'armée israélienne qui nous interdit d'y pénétrer. Ce n'est pas verrouillé, mais nous avons interdiction d'entrer. Les employés de la chaîne se retrouvent dans de nouveaux locaux. Ils justifient leur travail. Nous rapportons tous les incidents qui se produisent en Cisjordanie. Mais pour l'armée d'occupation, rapporter ces événements, ces crimes et raconter la vérité, c'est de l'incitation. À Saïr, près d'Hébron, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui tentent d'enrayer la spirale de violence. En 3 mois, 12 jeunes originaires de cette ville ont mené des attaques. Alors le maire a décidé d'agir. Sur les murs des maisons, pas une seule affiche à la gloire des martyrs. On essaie de montrer aux jeunes les dangers que représentent les checkpoints israéliens à l'entrée et à la sortie de la ville. On leur explique comment éviter les incidents qui pourraient conduire à leur mort. Ce matin-là, le maire se déplace en personne pour s'adresser à des élèves. Ici, chacun connaît l'un des jeunes tués ces derniers mois. Je veux que vous pensiez à construire votre avenir. Il ne faut pas détruire nos vies pour rien dans cette aventure. Je suis le frère de Ahmed Younis. Mon frère allait être diplômé en sciences lorsque son ami Mahmoud est mort en martyr. Sa mort a beaucoup affecté mon frère et il a ensuite été tué à son tour. Je veux éviter de faire un de ces discours pleins d'émotions qui poussent les jeunes de votre âge à mener des attaques. Ce que j'attends de vous, c'est que vous travaillez dur pour un jour devenir médecin ou ingénieur, parce que la vie a de la valeur. Un discours qui porte ses fruits. Depuis 3 mois, le village n'a plus connu une seule attaque. Ces jeunes sont les premiers impactés par les réseaux sociaux et les difficultés quotidiennes. Leurs parents, eux, se souviennent des conséquences douloureuses de la seconde intifada. Mais pour tous, le constat est le même. Il faut maintenant trouver des réponses concrètes au malaise d'une génération qui n'a plus confiance en l'avenir. Direction la Cisjordanie. En quelques décennies, l'agriculture palestinienne a radicalement changé. Les cultures traditionnelles ont laissé place à des exploitations intensives et uniformes. Un phénomène renforcé par l'occupation israélienne qui rend l'économie palestinienne très dépendante du marché et des besoins israéliens. Peu à peu, sans que personne ne s'en aperçoive, un pan entier du patrimoine palestinien est en train de disparaître. Des variétés locales de concombres, de radis ou de pastèques ne sont plus cultivées. Alors, une botaniste s'est lancée dans un vaste projet,
retrouver ces espèces végétales en voie d'extinction et les sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est un reportage de nos correspondants Pierrick Laurent et Rhys McClure. Vivienne Sansour est botaniste, elle vient ici très régulièrement, car le patron de ce petit magasin agricole de Bethléem possède des dizaines de graines différentes. Mais Vivienne, c'est précisément ce qu'elle recherche. Non, pas ça. Uniquement des plantes endémiques, des fruits et légumes cultivés depuis des générations en Palestine, mais qui disparaissent au profit d'une production standardisée. Ça, c'est vraiment la cachette secrète de Rader. Tout le reste, c'est des graines plutôt courantes de l'agriculture conventionnelle. Mais ça, c'est de la qualité. Rader Abougatas est lui-même agriculteur. Ces graines les plus précieuses, il les collecte auprès des fermiers les plus âgés de Cisjordanie. Et il connaît l'importance de ce patrimoine organique. Ce sont les anciennes graines que nous avons toujours cultivées. Et si elles disparaissent, ce sera pour toujours, comme les dinosaures. On ne les reverra jamais. Or, elles sont fondamentales. Même les géants de l'agro-industrie qui fabriquent des OGM recherchent ces graines originelles. Rader et Vivienne mènent désormais l'enquête ensemble. Ils sillonnent les villages palestiniens à la recherche du Graal. On va essayer de trouver un vieil homme dont on m'a parlé, donc on va dans les champs. Leur objectif, retrouver auprès des anciens un savoir ancestral. Ce jour-là, coup de chance, Aboudi, à 70 ans, récolte et nettoie des radis en bordure de son champ. Là, je fais pousser du concombre blanc. Ça, c'est très rare. Il est vraiment l'un des tout derniers en Palestine qui cultive encore cette variété. C'est génial. Ce sont des plantes traditionnelles. Mon arrière-grand-père les cultivait déjà. On a aussi une variété de courgettes et quelque chose qui ressemble à des épinards. La récolte de ces radis, une autre espèce locale, se fait encore de manière traditionnelle. Chaque découverte est soigneusement documentée par Vivienne. Enregistrement audio, photos. Tout ça, toutes les histoires qu'il me raconte, la façon dont il a récupéré les graines de concombre blanc grâce à 2 vieilles femmes, sa méthode pour nettoyer les radis. Et tout ça, visuellement, c'est de l'art. Ce savoir, Vivienne le met ensuite en pratique sur ce terrain qui était en jachère. Elle plante ici les jeunes pousses nées de graines retrouvées et met en avant la polyculture. Ça, c'est de la pastèque jadouaï. C'est une espèce en voie d'extinction. Les graines portent dans leur ADN l'identité culturelle d'un peuple, d'une région. Certaines graines ont été développées sur des milliers d'années, durant lesquelles les habitants ont soigneusement sélectionné certaines variétés qui leur convenaient. Donc c'est une vraie tragédie, car nous perdons partout dans le monde cette diversité génétique. Alors, pour faire revivre ce patrimoine, Vivienne met à disposition ses trouvailles dans une bibliothèque de graines qu'elle vient tout juste d'inaugurer en Cisjordanie. Ça fonctionne exactement comme une bibliothèque de livres. Vous venez, vous repartez avec un sachet de graines d'aubergine, vous les faites pousser, et ensuite vous êtes censé ramener des graines l'année suivante à la bibliothèque. Plusieurs écoles participent déjà à ce programme pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité, avec l'espoir de redécouvrir largement ces plantes qui peuplaient autrefois les champs palestiniens. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Enclavé dans les montagnes de Haute-Corse, environné de maquis et de châtaigniers, la région de Castagniccia abrite une Corse véritable. Ce soir, dans Code 24, nous vous plongeons au cœur de cette région, à la rencontre d'artisans garants de traditions ancestrales.
Moi j'aime la castaniche parce que je trouve que c'est la région la plus représentative du caractère que j'ai. Un peu sauvage, un peu ouverte aussi aux gens, et elle est vraiment authentique. J'ai toujours vu ça ici dans le village, toute ma jeunesse, des gens avec des paniers comme ça. Et ça ne se vendait pas, ça se donnait. C'est une viande de croissance lente, comme elle est persillée à l'intérieur. C'est ça qui fait la spécialité de la charcuterie corse. Du thon et de la graisse. Enclavée dans les montagnes de l'endossa des monts, environnée de maquis et de châtaigniers, la Castaniccia abrite une Corse authentique et véritable. Silvareccio est aujourd'hui le village refuge de Natalina, qui perpétue l'artisanat local de la vannerie sauvage. À l'origine, on avait le panier. Alors on a le myrte, parce que c'était en bord de mer. On en faisait traditionnellement des nasses. Après, on est arrivé à faire des paniers. Et le jonc qui se faisait par les bergers ou par les femmes de bergers ou les grands-mères. Souvent les femmes travaillaient le jonc plus que les hommes. La vannerie est l'art de tresser rameaux et branches pour confectionner paniers, nasses ou bien des moules à fromage, comme les faisselles. Là, en ce moment, je travaille le jonc. Le jonc qui est ramassé en bord d'étang, le jonc maritime, qui servait à faire les fromages frais, le brooch qu'on appelle, et puis les fromages traditionnels. Un savoir-faire hérité de son père et qui se bonifie par la pratique. On peut écrire des livres, on peut faire des tas de choses, mais il faut avoir la personne en face de soi pour apprendre. Parce qu'il y a les petites techniques, et puis il y a le geste, on le voit, le geste, le visuel, c'est quand même plus important que tout le reste. Je fais donc des paquets que je tiens dans les doigts et je fais une croix. Ça, c'est le geste traditionnel qui m'a été transmis par un berger. Pour ces confections, Natalina profite de la végétation corse, comme le jonc, une plante marécageuse aux longues tiges, ou le myrte, un arbuste familier de l'île. La vannerie a de beaux jours devant elle parce que les sacs plastiques sont interdits, que les sacs recyclables peuvent être utilisables, mais si on peut revenir à l'utilisation du panier, ce serait quand même plus sympathique. Une pratique éco-responsable qui conditionne la survie de la vannerie. On fait très attention à ce qu'on coupe, on prend ce qu'on doit prendre et pas plus. Il faut respecter la nature quand même, parce que si on coupe tout, on n'a plus rien. Et ensuite, ça se transmet comme ça, de génération en génération. En Corse, la vannerie se perpétue oralement, comme en témoigne Pierre, la mémoire locale de ces gestes anciens. J'ai toujours vu ça depuis que je suis né. À la maison, ils faisaient des paniers pour les gens qui ramassaient les châtaignes, pour le linge. Ça fait partie de notre vie, quoi. On peut pas. La Corse, c'est pas simplement le tourisme. C'est tout ce qui se fait, tout ce qui a la tradition, les bergers, le fromage, et puis toutes ces petites choses qui sont immatérielles et qui touchent notre pays. Tout ce qui touche notre culture. Il existe un autre joyau du patrimoine rural corse, sa charcuterie. Coppa, Lonzo ou Prisutu, dont les secrets de fabrication garantissent un goût inégalable. Là, vous avez la pancette, c'est la poitrine, et je vais vous montrer comment sont les pancettes des porcs corse. Voilà, ça c'est le porc corse. Alors le porc corse, il a beaucoup de gras. Pour nous, on dit ça, c'est le petit salé. Et nous, on mange ça comme du beurre. À Loreto di Casinca, François Albertini officie dans le respect des traditions de la fabrication des charcuteries de terroir. Berger, éleveur et charcutier, il possède son propre élevage. Car en Castaniccia, autrefois, la coutume voulait que les familles cuisinent elles-mêmes leur porc. La Corse a toujours fait sa charcuterie. Il y avait des bergers de cochons qui avaient 7 ou 8 truies et qui faisaient naître des porcelets. Et 2 fois par an, ils faisaient le tour des villages pour vendre les porcelets aux gens. Et chaque famille là faisait sa charcuterie. Il faisait sa compe, son lonze, chacun faisait à sa manière. Et quand il y avait quelqu'un qui arrivait, il donnait toujours un cadeau d'une saucisse, d'une cope. C'est là que la charcuterie corse a pris la renommée. Les 150 cochons de race Nustral grandissent en liberté sur les terrains de Casinca. C'est ce qui confère à la chair une saveur incomparable. C'est une race Nustral qui fait le persillé de la viande. Et après, en plus, ils sont nourris à l'extérieur des châtaigniers, des glands.
Ils mangent ça jusqu'au mois de mars, c'est une bonne année. Coupé, trié, salé et séché de 8 à 36 mois en cave, le cochon corse est issu d'un long travail de sélection. Et on sélectionne sur la beauté. Après, on garde même cet instinct de revenir, d'être gentil avec nous, de ne pas les vagabonder. Voilà, la sélection qu'on fait, que j'ai le rôle de faire quand je suis berger. En somme, l'histoire d'un patrimoine authentique, commun au monde entier. Et on est authentique, on fait des petites productions. Il faut avoir la passion. On n'est pas bien là. La transmission est un devoir, donc je me dois de transmettre. Mon père me disait toujours encore ça. Tu vas transmettre. Ne garde rien pour toi. Tenez-nous la berté. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Ce soir, nous vous emmenons à Avignon et Arles, deux villes du sud de la France dont les patrimoines exceptionnels exaltent la culture. Notre balade commence à Avignon, la cité papale, agitée pendant 3 semaines par plus de 1500 spectacles. Et des affiches, nous partons vers les photos à Arles, où la lumière unique avait déjà séduit les peintres de Van Gogh à Picasso. Aujourd'hui, une trentaine d'expositions de photos animent la ville. Reportage. Aujourd'hui, à l'affiche, vous emmène à Avignon et à Arles, deux villes du sud de la France au patrimoine exceptionnel qui, chaque été, exaltent la culture. Notre balade commence dans la cité des papes, agitée par de drôles de personnages. C'est la compagnie Picto Facto qui a lancé le plus grand festival de théâtre de France. On sent que c'est un moment de fête. Les gens sont là pour la fête du théâtre et de tous les théâtres, ce qui fait que la rue a sa place. Et des spectacles, il y en a plus de 1500 en l'espace de 3 semaines à Avignon, pour tous les goûts et pour tous les âges. C'est la terre aux étoiles, depuis la nuit des âges, la magie du voyage, fait écrire toutes balles, en bateau, en avion, en vélo, fusée. Mille et une façons d'explorer, de rêver. Bonjour Fée-Sidonie. Bonjour. Comment ça se passe pour vous à Avignon? On présente un 3e volet de la Fée-Sidonie. Donc cette fois c'est la Fée-Sidonie et la magie du voyage. Donc c'est un voyage à travers les époques et les pays pour découvrir les secrets des moyens de transport. Et tu me présentes les personnages du spectacle La Fée-Sidonie? Alors il y en a quelques-uns, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Donc il y a Transilia, qui est la petite fée qui est née sans aile. Il y a mon amie Constantine le cosmonaute, qui va m'aider à aller de son étoile jusqu'à la Terre. Et Eliza, qui est une Anglaise et qui adore la bicyclette. Et quelles sont pour vous les retombées d'un tel spectacle à Avignon? La première, c'est le public. On a la chance de tous aller dans les rues à la rencontre de notre public. Et il y a aussi pour les professionnels, donc évidemment les journalistes, mais aussi les programmateurs, les directeurs de théâtre qui aiment notre spectacle vont nous proposer d'être programmés chez eux et on va pouvoir avoir une jolie tournée. On termine avec un petit tour de magie de la Fée-Sidonie? Bien entendu. Alors préparez vos mains, attention et tac, 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 c'est parti! Le festival de théâtre, créé en 1947 par Jean Vilar, célèbre sa 70e édition et draine plus d'1 million de spectateurs. Un public séduit par des pièces très variées. À travers la danse, cette année, le chorégraphe Thierry Thionyang propose un spectacle aux prises avec l'actualité.
Je trouve que le public est de plus en plus mélangé. Il y a des gens d'ici, mais aussi des gens qui traversent le monde pour venir voir des propositions. Et je trouve que c'est à cet endroit, l'art est un endroit aussi de l'universalité, un endroit où on peut vraiment aujourd'hui questionner ce vivre ensemble qui fait défaut aujourd'hui à travers les questions de frontières, à travers les questions du politique, et que l'engagement du Festival d'Avignon est aussi celui-là de mettre en rapport sans frontières ce qui se passe d'un pays à l'autre. Thierry a invité des enfants et des adolescents à danser sur scène pour réfléchir au drame de l'immigration et à ces images qui nous ont tous choqués, ces enfants morts échoués sur les plages. On veut faire passer la fragilité des enfants, on n'est que des enfants. On tombe, on chute, on se relève, on cède. Dans cette tristesse, il y a quand même il y a de la joie, il y a de l'espoir, oui. Oui, on a l'espoir de reconstruire un monde meilleur. Je vous emmène maintenant dans le lieu symbolique et légendaire de ce festival d'Avignon, le Palais des Papes, qui trône en majesté depuis le XIVe siècle sur cette grande place de la ville. Chaque soir, la cour d'honneur du Palais des Papes affiche complet avec 2000 personnes qui assistent aux représentations. Cette année, Les Damnés, une pièce subversive et politique qui marque le grand retour de la comédie française à Avignon après 23 ans d'absence. Prisonniers dans notre maison, traqués, harcelés par la police d'H. L'heure est aux derniers ajustements. Le metteur en scène danois, Ivo von Hove, affûte la mise en scène avec la troupe de la Comédie Française. En coulisses, dernier essayage pour Christophe Montenez, alias Martin, le personnage principal. C'est une pièce où il y a beaucoup de changements de costume pour moi, une grosse panoplie, donc du coup il y a des changements notamment qui sont extrêmement rapides. Et ça c'est un sujet de stress. Les Damnés, pièce adaptée du film Choc de Visconti en 1969, raconte les déchirements d'une famille de riches industriels allemands qui basculent dans le nazisme. Meurtre, manipulation, orgie sexuelle, viol, inceste. Une fresque qui montre tout de la perversité humaine. Monsieur Brockman La violence, on l'a eue au départ, et puis je pense que le spectateur, lui, il prend ça de plein fouet, quoi. Ce sont comme des dieux grecs qui ils peuvent manger leurs enfants, les enfants peuvent violer les parents. C'est aussi primitif et archaïque que ça, et en même temps, ça traverse vraiment toute l'histoire de l'humanité, et on se reconnaît surtout aujourd'hui, on reconnaît une actualité très troublante. La montée des populismes en Europe, le terrorisme. La pièce dérange et frappe là où ça fait mal, en nous rendant spectateurs impuissants devant ces dérives. À la sortie, les avis sont partagés. C'était une sacrée claque, globalement. Vous avez aimé la pièce? Pas du tout. C'était très très bien, c'était étonnant. La mise en scène est très très belle, mais il n'y a pas de texte. J'ai adoré, je pense qu'on n'en voit pas deux comme ça dans sa vie. C'est extraordinaire, une puissance qui atteint tous nos sens. La nouvelle création de la Comédie Française sera jouée à Paris, salle Richelieu, dès le mois de septembre. Des affiches aux photos, nous quittons Avignon pour Arles. La lumière unique de cette ville de Provence avait déjà séduit les peintres, de Van Gogh et Gauguin à Picasso. Chaque été, Arles se pare de photographie et nous propose la crème de la création contemporaine. Sam, on est au cœur de cette installation de l'artiste contemporain Maurizio Cattelan avec le photographe italien Pier Paolo Ferrari. Racontez-moi un peu cette installation.
Mais Cattelan et Ferrari, c'est deux troublions de la scène de l'art contemporain. Ils ont créé il y a quelques années un magazine qu'ils ont appelé du titre élégant Toilette Paper, papier toilette, et ils revisitent les grands clichés de la mode, du cinéma, du glamour, en n'hésitant pas à les détourner tout en utilisant tous leurs artifices. Et là, l'idée, c'était pas de faire une exposition, mais bien de travailler sous la forme d'une installation fresque monumentale devant nous, 8 images sur 120 mètres carrés à peu près, où on rentre au cœur de leur imaginaire. Et c'est subversif, c'est provoquant, volontairement, il n'y a pas de limite dans leur travail? Ah oui, Maurizio Cattelan, c'est le grand artiste contemporain de la provocation. Il ne travaille pas exclusivement en photographie, il est connu pour ses installations, le pape touché par un météorite, son petit Hitler priant et agenouillé. Certaines de ses œuvres se vendent en salle de vente aux enchères, près de 15 millions de dollars. Mais à côté de cette pratique de l'art contemporain, du marché qui atteint des sommets faramineux, il aime aussi interroger les ressorts de la culture populaire, faire ce magazine complètement accessible, c'est un peu son divertissement, sa friandise. Oui, c'est subversif, oui, c'est décalé, mais ça se replace aussi dans une histoire. Ça tape à l'œil en fait, c'est très tape à l'œil. Ça fait mal, là, les langues là, sur la lame de rasoir, là, c'est un petit peu effrayant. C'est peut-être une critique de certains côtés vulgaires de notre société. Le magazine Toilet Paper est super. Les photos sont incroyables, donc je vais l'acheter et le faire dédicacer. Et c'est important, Sam, toujours aux rencontres d'art, d'avoir ce côté provoque. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais c'est vrai que depuis 47 ans, 47 ans, ce festival, il y a un petit vent d'impertinence qui souffle sur Arles et sur la photographie. Pas l'impertinence pour l'impertinence, et personne ne trouvera dans les photos de nos deux complices qu'on est dans la subversion totale, mais on est aussi dans la subversion dans la manière de montrer les images. Et vous avez une quarantaine d'expositions dans cette programmation des rencontres qui s'étendent sur une vingtaine de lieux, 25 000 mètres carrés. Tout ça se fait à pied dans la ville. Et à chaque fois que vous poussez les portes d'une exposition, vous revisitez la manière de faire l'exposition elle-même. Vous êtes dans des installations, dans du monumental, dans du décalé, dans de la surprise. C'est ça qu'on veut finalement, c'est surprendre notre public. Il n'y a pas que les stars de l'art contemporain qui sont exposées ici à Arles. Plus d'une trentaine d'expositions sont proposées dans la ville. Mon coup de cœur, 3 photographes danois sont allés à la rencontre d'Américains et d'Américaines persuadés que les extraterrestres existent. Des étoiles, des planètes, des galaxies. Nous n'avons encore découvert que 5% de l'univers. Mais alors de quoi sont peuplés les 95% restants? Les extraterrestres existent-ils? Ce mystère, 3 photographes danois ont tenté de le percer. Tobias, Sarah et Peter ont parcouru l'Arizona, le Nevada et le Nouveau-Mexique à la rencontre de ceux qui croient aux ovnis. Ici, c'est Mesha Johnston. Elle dit qu'elle a fait partie d'un programme hybride extraterrestre au cours duquel elle a eu 13 enfants dans l'espace. En parlant avec elle, on se rend bien compte qu'elle est intimement convaincue de ce qu'elle dit. C'est assez étonnant d'être confrontée à ce genre de logique. Mais si une infime partie de ce qu'elle raconte est vraie, alors ça pourrait changer le monde. C'est fascinant. Plus de 80 millions d'Américains croient aux extraterrestres. Les 3 photographes ont voulu capter leur imaginaire et révéler en images leurs croyances. Ils ont aussi consulté des scientifiques spécialisés dans la détection des ovnis. Ils n'ont détecté une activité extraterrestre qu'une seule fois. Et ils ont appelé ça l'effet waouh, parce que le gars qui a reçu l'information du signal a écrit waouh. Put a note and he said, wrote, wow.
On entend souvent dire que c'est ridicule, que ces gens qui croient aux extraterrestres et aux ovnis sont des fous. C'est ça qui nous a intéressés, cette espèce de tabou. Que vous y croyiez ou non, l'exposition au Phénoména vous mettra forcément la puce à l'oreille. Arles ou Avignon, si votre cœur balance, faites comme nous, ne choisissez pas et venez faire un tour dans ces deux villes d'art et d'histoire. Ce programme est à retrouver dans son intégralité sur france24.com. Merci à tous de nous avoir suivis et on se quitte avec quelques clichés parce qu'il y en a tellement à voir ici qu'on vous a fait une petite sélection. À très vite. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.